Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire de ce journal, les travaux d'extension et de modernisation du terminal conventionnel, la plateforme portuaire vont bon train. Focus ce soir sur la pénétrante routière de 4 km déjà ouverte et la réhabilitation des quais vieux de plus de 60 ans. Et puis, comme annoncé par le gouvernement, les écoles seront partiellement rouvertes lundi 29 juin 2020 en Guinée, mais ne sont concernées par cette reprise que les classes d'examen du primaire, du secondaire, des universités et les candidats à l'examen de sortie des écoles professionnelles. Enfin, nous partirons à Koukoudé, dans Bofa, où la Banque mondiale vient de remettre aux pêcheurs du littoral des filets conventionnels d'un coût total de 750 millions de francs guinéens. C'est tout pour le sommaire. Bonsoir à tous. Bienvenue dans ce journal qu'on démarre par cette série de décrets. Décret numéro D133-2020 PRGS-GG portant nomination d'un haut cadre au ministère de l'économie et des finances. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, Madame Émilie Bernadette Leno, précédemment secrétaire exécutive adjointe du secrétariat technique de suivi du Programme national de développement économique et social, PNDES, au ministère du Plan et du Développement économique, est nommée secrétaire générale du ministère de l'économie et des finances. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de la date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry le 27 juin 2020, signé professeur Alpha Condé. Décret D 2020-134 PRG-SGG portant nomination d'un haut cadre au ministère des droits et de l'autonomisation des femmes. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Madame Ramatoulaye Kamara, précédemment chef de cabinet du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune, est nommée chef de cabinet du ministère des droits et de l'autonomisation des femmes. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de la date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry le 27 juin 2020, signé professeur Alpha Condé. Décret des 2020-135 PRGS-GG portant nomination d'un haut cadre au ministère du Budget. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Madame Aïda Kaba, économiste, est nommée directrice nationale adjointe à la Direction nationale du budget au ministère du Budget. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de la date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry le 27 juin 2020, signé professeur Alpha Condé. Décret des 2020-136 PRG-SGG portant nomination des membres du conseil d'administration de l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale, ANIES. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Les cadres dont les noms et prénoms suivent sont nommés membres du conseil d'administration de l'ANIES. A. Président du conseil d'administration de l'ANIES, M. Alassane Condé, ministre conseiller à la présidence de la République. B. Membres. 1. Madame Bangoura Nyalen Condé, ministre directrice de cabinet de la primature. 2. Madame Aïssata Souma, conseillère chargée de mission au ministère de l'économie et des finances. 3. Madame Aïssata Sako, conseillère politique au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. 4. Dr Djene Fadima Kaba, directrice nationale de la santé familiale et de la nutrition au ministère de la Santé. 5. Elhaj Gandobari, directeur général du BSD au ministère du Budget. 6. Monsieur Mohamed Djabi, directeur national adjoint de l'action sociale au ministère de l'action sociale et des personnes vulnérables. 7. Monsieur Mamadou Maka Baldé, directeur général adjoint de l'Agence nationale du volontariat jeunesse au ministère de la jeunesse et de l'emploi jeune. 8. Monsieur Abdoulaye Touré, conseiller chargé de la planification et du cadrage macroéconomique au ministère du Plan et du Développement économique. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié
Au journal officiel de la République, Conakry, le 27 juin 2020, signé professeur Alpha Condé. Je vous le disais dans les titres, ce soir l'on fait un focus sur l'extension et la modernisation du terminal conventionnel de la plateforme portuaire. Les travaux de ce chantier, fruit du partenariat public-privé, avancent bien. Déjà, une pénétrante routière de 4 km est ouverte pour fluidifier le trafic et diminuer le balai des camions à conteneurs. À cela s'ajoute la réhabilitation des quais vieux de plus de 60 ans. Fodé Camara. Petit marathon dans l'enceinte portuaire pour la réception des équipements et l'évaluation à mi-parcours des travaux de réhabilitation des infrastructures portuaires. Aujourd'hui, pour faciliter les opérations de déchargement du blé et du clinker, la société Alport, une filiale du groupe Albarac, a importé des godets et des trémies, sans oublier des grues de mer. On a pensé à faire amener le matériel de réserve. Donc c'est un investissement de 2 millions de dollars pour la Guinée. L'atmosphère, elle est merveilleuse. Nous travaillons main dans la main avec le port autonome de Conakry. Nous sommes ensemble pour la même mission, pour le même projet, pour être ensemble, pour faire évoluer ce port et que ce port devienne un port moderne. Autre site visité, les mâts d'éclairage importés récemment sont déjà en cours d'installation le long des quais et des routes à l'intérieur de la plateforme portuaire. Une opération susceptible d'accélérer la cadence de chargement et de déchargement des marchandises. Ils ont envoyé aujourd'hui des grues que vous voyez, de 150 tonnes à 180 tonnes. Ensuite, ils ont envoyé des bouées latérales pour pouvoir guider, n'est-ce pas, les navires par rapport à l'accès du port, en sorte de balise, quoi, je veux dire. Ils ont envoyé 300 mâts d'éclairage pour éclairer tout le port, pour que le port soit opérationnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous sommes contents pour que ce port puisse être à l'image des autres ports. L'autre composante de la concession de la société Alport, l'ouverture d'une pénétrante de 4 km et la réalisation d'un parking des camions à conteneurs au niveau de la zone Est. Un aménagement qui permet de diminuer le balai de gros porteurs dans la capitale. À ce chantier vient s'ajouter le projet de réhabilitation des quais vieux de plus de 60 ans. La réhabilitation est en cours. Alport a commencé par le quai 01. Aujourd'hui, il évolue sur les quais 02 et 03. D'abord, c'est pour renforcer la bande bord à quai afin que les grues qui ont des poids très élevés puissent, et que le quai puisse les supporter. Parce que dans un proche avenir, il doit procéder à la manutention dans le port. Et par conséquent, les grues qui sont là, il faudrait bien qu'ils les exploitent. Ces quais, réalisés en 1954 lors des grands travaux maritimes de la période coloniale, ont besoin de travaux d'envergure pour continuer à répondre aux attentes des armateurs et aux tracteurs portuaires. Pour ce quai-ci, donc ce quai, il est vraiment, comme vous le dites, il est très vieux, donc on est en train de le renforcer. Donc comme vous voyez ces machines ouvrent des trous en fait pour mettre des supports métalliques afin de rendre solide ce quai. En dehors de ça, il y a aussi des trous dans ce quai, donc vous voyez pas, nous avons des sous-marins, des plongeurs en fait qui sont en train de vérifier ce qui se passe vraiment en dessous de ce quai pour remplir les trous s'il le faut. L'extension et la modernisation de la plateforme portuaire font partie des engagements juridiques de la société Alport. Des engagements dont l'objectif est de fluidifier le trafic et de positionner le port autonome de Conakry comme terminal de transit des marchandises des pays voisins n'ayant pas accès à la mer. Et puis, un mois après sa création par le chef de l'État, le Fonds d'appui au groupement d'intérêt économique lance ses activités. Cet outil mis en place pour réduire l'impact de la pandémie du Covid-19 sur l'économie et la société a tenu la toute première réunion de son comité de pilotage pour lancer une invite aux sociétés affectées. Abdul Karim Kamara.
Au-delà des pertes en vie humaine, la maladie du coronavirus a aussi affecté l'économie guinéenne. Les conséquences sont beaucoup plus visibles sur les activités des entreprises. Pour les protéger et sauver des emplois, des outils comme le fonds d'appui aux entreprises sont mis en place par le gouvernement. Un fonds dont la mission est de renforcer la résilience des entreprises, des groupements d'intérêt économiques et des institutions financières face à la crise. Dans les conditions qui sont émises par le décret de Monsieur le Président de la République, les choses sont très claires. C'est qu'il faudrait que d'abord que les entreprises soient formalisées avant la déclaration de l'état d'urgence. Il faudrait que les entreprises aient été impacté et que ça ait eu un impact sur le chiffre d'affaires, et il y a des contreparties. Il faudrait déjà que l'entreprise ait au minimum 5 employés et qu'au terme de cette assistance ou de cet appui financier, puisque le taux d'intérêt est de 5%, l'idée c'est de conserver des emplois. Donc il faudrait que les entreprises soient plus responsables et citoyennes en s'acquittant de leurs impôts, mais également en gardant au minimum 75% de leurs employés. Un mois après la création de ce fonds, son comité de pilotage tient sa première réunion. Il se met en ordre de bataille afin de décliner son plan d'action. Dans leur rôle de financement, les banques sont davantage interpellées à voler au secours des entreprises en cessation d'activité. Ceci par un mécanisme de financement assoupli et adapté avec la rigueur nécessaire dans la sélectivité des risques. Quant à nous, au niveau de l'APB, nous prenons l'engagement d'accompagner le gouvernement dans cet élan et surtout d'agir parce que l'heure est à l'action. On est en période d'urgence. Et il faut passer dès maintenant à l'action, poser des actes concrets, soutenir ces entreprises en agonie afin qu'elles sortent de cette crise. Il s'agit pour nous d'apporter l'oxygène financier dont elles ont besoin afin de préserver les emplois, de préserver notre tissu économique et par ricochet de garantir la stabilité socio-politique de notre pays. Il y a des fonds qui ont été mis en place dans un double objectif. Protéger l'activité économique et assurer notre relance après la crise de manière à ce que l'activité ne souffre pas de l'impact de la pandémie et aussi pour éviter qu'après la crise sanitaire, le pays connaisse du fait de l'impact de la pandémie une instabilité sociale liée à une demande qui naîtrait des conditions de vie qui seraient devenues difficiles et du pouvoir d'achat qui se serait érodé. Au nom du chef de l'État, son Excellence professeur Alpha Condé, je réitère l'engagement solennel et la volonté politique sans faille du gouvernement à accompagner le secteur privé et à créer les meilleures conditions de l'investissement dans notre pays, de la prospérité pour chacun et du bonheur pour tous. Pour le modus operandi d'identification des entreprises, les requérants doivent se rendre dans les institutions financières. Ensuite, ils peuvent utiliser la plateforme fodi.gov.gn. À rappeler que l'acte du décret portant création du fonds d'appui aux entreprises a été pris le 29 mai 2020 par le président de la République. 3 ministres, toutes des femmes, ont pris fonction hier vendredi. La ministre des Droits et de l'Autonomisation des femmes, la ministre de l'Énergie et celle du Tourisme, de l'Hôtellerie et de l'Artisanat. Elles ont été officiellement installées par le secrétaire général du gouvernement, tout comme le premier vice-gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, Ousmane Bah. Le ministère des Droits et de l'Autonomisation des femmes, un nouveau département entièrement dédié à la gente féminine. La nouvelle locatrice a été installée dans ses fonctions. Awa Beavogui, la quarantaine, aura plusieurs défis à relever dans le cadre de l'autonomisation et de la promotion des femmes qui représentent plus de 52% de la population. Elle compte également poursuivre les réformes de ses prédécesseurs qui se sont investis dans le domaine de l'entrepreneuriat féminin. L'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et filles sont au cœur des objectifs de développement durable et se révèlent nécessaires pour assurer à toutes les pleines réalisations de leurs droits et potentiels.
Je mesure parfaitement l'immensité des défis qui m'interpellent. De ce fait, je tends la main alors à l'ensemble de mes collaborateurs. Je voudrais vous rassurer de mon entière disponibilité à travailler avec vous dans une synergie d'éthique professionnelle pour l'atteinte des résultats majeurs et concrets. Aux organisations de la société civile et groupements féminins, je les sollicite pour qu'ensemble, nous solidifions notre département commun pour pérenniser les acquis du gouvernement. Buntura Biatara, la nouvelle patronne du ministère de l'Énergie, prend fonction. Elle remplace à ce poste Dr Talibé Silla. La ministre entrante compte poursuivre la matérialisation du plan de redressement du secteur de l'électricité. La transformation de la Société Électricité de Guinée et de GSA en une entreprise performante et rentable. Et la mise en œuvre effective du programme national d'amélioration de l'accès à l'électricité à moindre coût en Guinée, issu du plan national de développement économique et social, PNDS, en conformité avec les ODD et pour objectif l'accès universel à l'horizon 2030. Notre double objectif étant d'améliorer l'accès à l'électricité pour la population en diversifiant les sources de production accroissant ainsi notre mix énergétique par le développement des énergies renouvelables. Au ministère du Tourisme, de l'Hôtellerie et de l'Artisanat, c'est Fanta Fanny Camara qui entre en fonction en lieu et place de Thierno Ousmane Diallo. La nouvelle ministre entend poursuivre le programme inscrit sur la feuille de route du gouvernement pour faire de la Guinée une destination touristique idéale. Pour y arriver, elle compte faire de la promotion de la compétence son cheval de bataille. Pour concrétiser la vision de M. le Président de la République, qui est de faire de la Guinée une destination touristique par excellence, le ministère s'engage à faire du branding touristique de la Guinée un pilier essentiel pour changer la perception de notre beau pays hors et dans ses frontières. J'aborde mes fonctions sans idée préconçue et avec pour ambition de faire de la promotion de la compétence mon cheval de bataille dans notre département. Comme le stipule un des principes en management, c'est la rigueur qui fait l'excellence, une maxime à laquelle j'attache du prix. Je serai exigeante et mes attentes seront grandes. Donc seule la discipline et la rigueur dans le travail nous permettront d'atteindre les objectifs qui sont les nôtres. À la Banque centrale de Guinée, le premier vice-gouverneur nommé il y a quelques jours a également pris fonction. Thierno Madjoussou remplace Nyanga Komata Gomu. Le nouveau promu s'engage à apporter sa touche particulière au fonctionnement de cette institution financière tout en respectant les grandes orientations du chef de l'État qui compte faire de la monnaie guinéenne un outil efficace de développement de la Guinée. Je m'engage avec fermeté et détermination à participer à l'effort visant à insuffler un dynamisme nouveau à l'équipe en place pour qu'ensemble nous poursuivions les réformes engagées et puissions relever les nouveaux défis qui nous interpellent. Je mesure l'immensité des tâches qui m'attendent. Je vous garantis que je mobiliserai toute l'énergie nécessaire pour accomplir avec la plus grande efficacité les missions qui sont désormais les miennes. Dans l'actualité également, les enseignants de l'université de Kankan ont reçu leur prime d'encouragement. Ces primes sont en soutien du gouvernement au corps enseignant du pays. Aboubakar Diaby, Eugène Dounamou. À l'image des autres contrées du pays, à Kankan, les opérations de paiement des primes d'incitation des enseignants en situation de classe sont relancées. Et cette fois, c'est l'université Juris Nyerere Lunabaya qui a été retenue pour la reprise de ces opérations de paiement. La joie des bénéficiaires est immense. C'est un sentiment de fierté, un sentiment de reconnaissance à l'endroit de toutes les autorités compétentes en la matière. J'espère que le professeur Alpha Koné est en train de se battre pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants. Et donc cette initiative va dans le sens de cet objectif-là. J'ai reçu 2 mois, avril et mai. Ces opérations de paiement des primes se déroulent en présence des cadres du ministère de l'Éducation nationale et de la fonction publique ainsi que des doyens de faculté.
Tous les enseignants enregistrés sur la liste bénéficient des primes d'encouragement. Le message que je veux donner aux enseignants, c'est pour leur dire que l'État fait face à leurs difficultés. Cette prime qui est instaurée par l'État vient en aide pour inciter les enseignants à rester là où ils doivent être et surtout à les permettre de supporter certaines charges que le salaire seulement ne peut pas supporter. Comme à toute cérémonie, les gestes barrières sont observés pendant cette opération de paiement. Après l'université Juris Nyerere de Kankan, l'opération va se poursuivre dans d'autres établissements publics de Kankan en faveur des enseignants présents à leur poste malgré la pandémie du coronavirus. Puisqu'on parle des enseignants, les écoles seront partiellement rouvertes lundi 29 juin 2020 en Guinée. Mais attention, cette reprise ne concerne que les classes d'examen du primaire, du secondaire et des universités. À l'enseignement technique et de la formation professionnelle par exemple, seuls les candidats à l'examen de sortie sont concernés. Comment vont les préparatifs à ce niveau et quels seront les dispositifs sanitaires prises élément de réponse dans ce reportage signé Moussa Komara. Fermées il y a 3 mois pour cause d'épidémie, les classes des écoles professionnelles seront réouvertes dès ce lundi. Pas question pour tous les élèves de se présenter. Seuls les candidats à l'examen de sortie vont se relier dans l'espoir de finir les programmes d'ici la fin du mois de juillet. Le respect du protocole sanitaire sera observé et tous les établissements seront désinfectés. Les groupes pédagogiques seront reconstitués pour zéro contamination. Nous avons, dans la note de cadrage, demandé à toutes les écoles de reconstituer les groupes pédagogiques, n'est-ce pas, de manière à respecter les mesures de distanciation sociale. Si dans une école d'une filière mécanique automobile, n'est-ce pas, nous comptons initialement 25 apprenants qui constituent un groupe pédagogique, il n'est pas question, lors de la reprise, n'est-ce pas, que ces 25 puissent constituer un seul groupe pédagogique. Non, on va constituer des groupes pédagogiques en fonction des capacités d'accueil de nos locaux, des ateliers, des laboratoires. Dans les établissements professionnels publics, les préparatifs vont bon train. Comme dans cette école des postes et télécommunications d'équipés, les encadreurs sont fin prêts et n'attendent que des kits pour le succès de la réouverture. Nous attendons les étudiants qui se présenteront, mais les dispositions pédagogiques sont déjà là. Comme les consignes, il faut tenir compte par rapport à la distanciation et aussi dans les différents locaux. Et nous déjà au second module ici, cette reprise va concerner surtout des activités pratiques. Pour les classes intermédiaires, les cours auront lieu du 3 août au 30 septembre 2020. De sources officielles, les programmes dans les écoles techniques et professionnelles sont exécutés à date à 80%. Les autorités comptent évaluer les candidats à partir du 3 août prochain. Près de 20 000 candidats vont passer les épreuves théoriques et pratiques cette année dans le strict respect du protocole sanitaire. Nous allons jouer sur la gestion des centres. Une salle de classe qui prenait 30 personnes, cette année nous allons installer 15 à 20 candidats par salle pour que l'espace 1,50 m soit respecté, le port des bavettes soit respecté et les autres mesures sanitaires soient respectées. Les vacances, elles, sont programmées cette année au mois d'octobre. La toute première semaine de ce mois sera dédiée au concours d'entrée dans les institutions d'enseignement technique et professionnel. La communication en temps de crise compte beaucoup pour ceux qui le savent et c'est une question importante sur laquelle se penche l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Elle vient de réunir à Koya des professionnels de la communication de masse pour échanger avec eux sur les techniques appropriées en cette période de pandémie du Covid-19. Mamadi Ternakamisoko. En période d'urgence, comme c'est le cas actuellement avec la crise sanitaire liée au Covid-19, la diffusion d'informations qui rassurent la population est essentielle. Elle peut contribuer à une large adhésion des communautés au plan de riposte proposé par les autorités.
À Koya, dans la périphérie de la capitale, une vingtaine de journalistes et de communicants est à l'école de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Ces professionnels de la communication de masse sont briefés sur les techniques de transmission de messages en situation d'urgence. Nous sommes motivés en réalisant cette activité par le fait que la communication est un maillon important, sinon essentiel, dans le cadre de cette riposte. Et dans un premier temps, nous avons voulu rassurer les médias pour dire qu'on est de cœur avec eux, car cette riposte ne se passe pas sans eux, mais en même temps partager avec eux qu'il y a dans cet exercice des erreurs de communication. Donc notre objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait un recadrage, il y ait une harmonisation des messages au niveau des intervenants de la communication pour faire en sorte que le message qui est passé à l'endroit de la communauté soit le bon message. Donc de la communication positive, de la communication constructive, de la communication qui apaise et qui rassure. Au cours de ces 2 jours d'échange, un accent particulier est mis sur la stratégie Stop Covid en 60 jours. Les enjeux sont exposés et les journalistes et communicants invités à mieux informer les citoyens sur la nécessité d'une mobilisation générale contre la maladie. Avec cette nouvelle approche, nous avons le devoir de partir vers les acteurs, vers les communautés pour leur donner la bonne information et faire en sorte que toutes les stratégies mises en place, toutes les actions entreprises soient communiquées efficacement au sein de la communauté pour qu'on puisse finir avec cette épidémie. Avec une bonne communication et des mots-clés qu'il faut et aux cibles qu'il faut, je crois qu'on pourrait, je dis ça encore, on pourrait à coup sûr d'atteindre nos objectifs dans les 60 jours déjà programmés par le gouvernement. Cette première phase de briefing concerne les participants de Conakry, Dubreka et Koya. 3 localités qui enregistrent de nos jours plus de 90% des cas de Covid du pays. À travers cette séance de partage d'informations, l'ANSS voudrait contribuer à lutter contre la rumeur et la réticence, 2 obstacles qui sapent les efforts des acteurs de la riposte. Une communication adaptée en soutien aux moyens financiers pour une meilleure lutte contre le Covid-19. La Banque centrale de la République de Guinée et la Banque panafricaine Ecobank signent justement leur participation à cette lutte. Elles ont remis chacune un chèque d'1 milliard de francs guinéens au Comité national de riposte contre le Covid-19. Compte rendu Elhadj Yaya Silla. Ce chèque d'1 milliard de francs guinéens est la contribution financière d'Ecobank, la banque panafricaine, à la riposte nationale engagée par le gouvernement guinéen contre le coronavirus. Au-delà de financer les activités et l'économie de manière générale, nous nous devons de montrer l'exemple. Nous avions souhaité contribuer beaucoup plus que cela. Nous avons estimé que néanmoins il fallait déjà poser ce premier acte, accompagner l'État en contribuant à hauteur de 1 milliard de GNF, de francs guinéens. Mais nous continuerons de les soutenir, non seulement sur le financement de manière générale, mais également en important. Nous savons déjà ce que Ecobank fait en République de Guinée depuis qu'elle s'est installée dans notre pays. L'appui que la banque apporte aux opérateurs économiques est très important. Les activités d'Ecobank lui ont permis de se hisser aujourd'hui à la tête du système bancaire guinéen. On voudrait donc remercier le directeur général non seulement pour cet appui, mais aussi pour les activités de crédit que la banque mène dans notre pays. Le coronavirus n'est pas encore vaincu en Guinée et la mobilisation nationale contre cette pandémie s'intensifie. C'est pourquoi la Banque centrale de la République de Guinée a tenu à s'inscrire dans la logique des donateurs en mettant à la disposition du Comité national de lutte contre le Covid-19 un chèque d'1 milliard de francs guinéens.
Par ailleurs, la Banque mondiale fait don d'1 million de dollars à la Société des eaux de Guinée. L'objectif est de renforcer la SEG dans sa mission de production et de fourniture de l'eau potable, surtout en cette période de crise sanitaire. Souleymane Kamara, reportage. C'est la première tranche des fournitures acquises par le projet urbain Eau de Guinée sous financement de la Banque mondiale. Des kits de prévention contre le Covid-19 et des produits de traitement pour la Société des eaux de Guinée. L'objectif est de lutter contre le coronavirus et d'alléger la prise en charge par le gouvernement des factures des clients de la SEG au tarif social. Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, a pris la décision de procéder à la remise officielle de cette première tranche de fourniture à la SEG afin d'éviter l'épuisement des stocks de produits de traitement d'eau à Yessourou et procéder immédiatement à la distribution de 5000 kits de lavage des mains avec leurs accessoires aux ménages défavorisés de Conakry en rapport avec l'ANIES. Je tiens à remercier au fond de mon cœur Monsieur le Président de la République du énième geste de Monsieur le Président en faveur de la SEG et pour le bien-être de la population guinéenne. Je tiens à le rassurer, également à rassurer les partenaires de l'utilisation rationnelle et judicieuse de ces précieux dons de la Banque mondiale à la SEG. En plus de l'appui de l'État dans le financement du plan d'urgence sanitaire, la Banque mondiale a orienté une partie des ressources non décaissées dans le cadre du projet Eau de Guinée vers certaines initiatives de développement, un soutien apprécié par le gouvernement. Le partenaire, c'est celui qui répond toujours présent au premier appel. Ce qui vient d'être fait, c'est au bénéfice des populations, bien entendu, afin de préserver cette population contre la Covid-19. Cette première livraison est composée, entre autres, de 30 tonnes d'hydrochloride de calcium en granulé, 5000 kits complets, 15 000 masques locaux de protection. Le secteur de la pêche artisanale aussi bénéficie d'un soutien de taille de la Banque mondiale pour optimiser les efforts de l'État guinéen dans la lutte contre l'utilisation des filets monofilaments. Elle finance à hauteur de 750 millions de francs guinéens l'achat d'un important lot de filets conventionnels pour les associations des pêcheurs du littoral. C'est à Koukoudé dans Bofa que ce matériel a été remis aux bénéficiaires. Ansoumane Toumani Kamara. Dans le secteur de la pêche artisanale, l'interdiction de l'utilisation des filets en monofilament est parmi les réglementations les plus applaudies pour diminuer la pression sur les ressources halieutiques et minimiser les impacts environnementaux. Le monofilament est un filet bio non dégradable qui peut rester 200 ans dans l'eau et qui continue de pêcher à prendre les poissons en otage. Ainsi, le gouvernement guinéen et la Banque mondiale, à travers le projet PRAO, entreprennent une vaste campagne de distribution gratuite de filets conventionnels aux pêcheurs artisans du littoral. Les filets qui ont été remis ce matin sont d'une dimension de 900 mètres de long avec une chute de 15 mètres. Et aussi le maillage est de 32 mm. Ce qu'eux ils appellent 3 doigts et demi, c'est les trucs qui puissent épargner les petits poissons, mais gagner beaucoup de grands poissons. Nous sommes en train de remettre ces filets conventionnels grâce au chef de l'État qui nous a donné les moyens, qui nous accompagne, qui accompagne la pêche pour aider les communautés des pêcheurs. Les monofilaments sont interdits depuis très longtemps dans nos lois. Un décret est pris, la loi existe, mais on n'avait pas de moyen de rechange. Mais aujourd'hui, nous avons un moyen de rechange et ça nous permettra d'être efficaces sur le terrain, récupérer tous ces monofilaments et donner à la population ce qu'il faut. Les associations de pêcheurs des débarcadères de Koukoudé, Matakan, Kaporo et Bogolon sont les bénéficiaires de cette première vague de distribution de filets conventionnels. Elles reçoivent une trentaine de filets conventionnels
d'une valeur de 25 millions par unité. Nous savons que les monofilaments sont interdits, mais les filets conventionnels sont introuvables sur le marché. C'est pourquoi nous demandons à l'État d'interdire l'importation des monofilaments et d'ouvrir des magasins pour les matériels conventionnels de pêche. Lutter contre le monofilament très destructeur dans la pêche artisanale et faciliter l'accès au matériel conventionnel, les autorités guinéennes et leurs partenaires s'engagent à relever le défi. L'atteinte de cet objectif suscite une synergie d'action entre les ministères des Pêches et du Commerce pour l'ouverture du marché guinéen au matériel de pêche conventionnel et à des prix accessibles. Du côté de la région de Kankan, une opération de distribution d'engrais aux producteurs est en cours. Plus de 4000 tonnes d'engrais et 700 tonnes de semences sont attendues. Le premier camion chargé d'engrais est arrivé à Bonport. Fodé Bangali Fofana. Ce conteneur d'engrais est le tout premier des camions rentrant de Bamako au Mali voisin, transportant des engrais, des semences de riz et de maïs, mais aussi d'herbicides. Cette opération d'importation des engrais est un soutien du projet de développement agricole intégré en Guinée, PDEG, au ministère de l'Agriculture. Les préfectures de Kankan et Sigiri sont les premières dans la région à recevoir leur dotation en engrais NPK. 40 tonnes sur 80 pour Kankan, 45 tonnes sur 85 pour Sigiri. Mandiana doit recevoir 100 tonnes, Kouroussa 55 tonnes, Kirwane 38,35 tonnes, Farana 60 tonnes, Dingirai 40 tonnes et Dabola 50 tonnes. Nous sommes en période de campagne agricole. Malgré le retard, c'est un véritable ouf de soulagement pour les autorités administratives, mais surtout pour les agriculteurs bénéficiaires. C'est un ouf de soulagement. Nous pouvons remercier le chef de l'État, professeur Alpha Condé et son gouvernement, pour toutes les bonnes initiatives allant dans le sens de conforter réellement la position de nos citoyens, surtout les citoyens agricoles. Ainsi, plus de 4200 tonnes d'engrais, 72 000 litres d'herbicides, 700 tonnes de semences seront fournies par le PDEG pour soulager les producteurs ici en Haute-Guinée. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Prenez soin de vous et de vos proches en respectant les mesures sanitaires contre le Covid-19. Je vous souhaite du plaisir en compagnie de nos programmes. Bonsoir chez vous.